Amiral, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, je suis le capitaine de frégate Hubert Vadebois et je dirige la CEFISMER, la cellule de plongée humaine et d'intervention sous la mer. Donc, au cours de mon petit exposé, là, je vais faire effectivement des analogies entre le domaine de l'espace et le domaine de l'intervention humaine sous la mer. Et en particulier, je vais m'attacher à vous montrer les difficultés et la complexité de faire intervenir des hommes dans des milieux hostiles qui sont le milieu des profondeurs. Donc, à travers l'histoire et les travaux de l'organisme de la marine que je dirige, je vais vous présenter l'aventure et la complexité de l'intervention humaine sous la mer. Cette aventure de la plongée autonome militaire et également civile a réellement commencé en 1943 par la rencontre et l'association de trois personnages hors du commun, le lieutenant de vaisseau Taillez, l'enseigne de vaisseau Jacques-Yves Cousteau et l'ingénieur Frédéric Dumas. Donc ces trois personnes se sont associées et ont développé un détendeur de gaz associé à une bouteille d'air comprimé. Cette invention, ce brevet qu'ils ont déposé a permis un essor considérable de la plongée autonome. Et cette aventure s'est concrétisée quelques années après avec la création du groupe de recherche sous-marine. Ici, sur cette photo, on voit Cousteau, Taillez et Dumas accompagnés d'une équipe du groupe de recherche sous-marine qui a été créé en 1945 et qui a permis un développement considérable de la plongée autonome. Alors effectivement, sur cette photo, on est un peu loin des scaphandres qui ressemblent aux scaphandres spatiaux, mais malgré tout, il y a quand même une nécessité de respirer sous l'eau, donc d'avoir un scaphandre et d'être dans un milieu hostile comme celui de l'espace. Alors, le groupe de recherche sous-marine a considérablement développé les moyens d'intervention des plongeurs autonomes, les équipements, les procédures, les premières tables de désaturation, tant dans le domaine de la plongée à l'air que dans le domaine de la plongée à l'oxygène pur ou de la plongée avec des mélanges suroxygénés et donc des recycleurs d'air respiré. Dans ce groupement, le GRS, puis le GERS, puis le GISMER, il y a eu des associations fructueuses de plongeurs, d'officiers de marine, d'ingénieurs, de médecins et de pharmaciens chimistes. Je pense que dans le domaine de l'espace, c'est un petit peu similaire. Il faut forcément des médecins, des ingénieurs, des aviateurs pour développer la recherche et permettre de résoudre toutes les problématiques que rencontre la conquête de ces milieux hostiles. Donc ces associations ont été particulièrement fructueuses et ont permis d'acquérir de meilleures connaissances des effets toxiques des gaz employés en plongée, la mise au point de tables de décompression et de protocoles de traitement d'accidents de plongée réellement efficaces. L'amélioration constante des techniques et des connaissances permettra de repousser les limites de la pénétration de l'homme sous la mer. Dès les années 60, la marine, qui s'est ensuite associée avec la COMEX, a développé et lancé des recherches et des expérimentations dans le domaine de la plongée profonde et la conquête donc des grandes profondeurs. Tout d'abord par des plongées d'incursion, puis par des plongées en saturation. Le record de la COMEX, qui date de la fin des années 80, de plongée humaine à moins 703 mètres, est encore en vigueur à ce jour. Cela démontre que c'est un domaine où on atteint rapidement les limites humaines, et donc depuis la fin des années 80, on n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux parce que les limites étaient vraiment atteintes. Donc là, je suis désolé, on arrêtera de rêver, comme on peut rêver maintenant avec l'espace, en rêvant de découvrir avec l'humain des milieux extrêmes. Mais dans le domaine de la plongée, on a atteint les limites de l'humain. Pour ce qui est de la profondeur.
À titre d'exemple, donc ce record à moins 703 mètres, il n'y a qu'une personne parmi l'équipe de plongeurs qui a réussi à atteindre cette profondeur-là. Les autres personnes de l'équipe ont été retirées progressivement en fonction de la profondeur de cette expérimentation parce qu'ils subissaient des troubles neurologiques ou des troubles respiratoires. Pour plonger à de telles profondeurs, tout d'abord, dans les faibles profondeurs, on utilise de l'air comprimé. Ensuite, dans des profondeurs plus importantes, on va utiliser des mélanges respiratoires. On va remplacer l'azote de l'air par du gaz léger, tout d'abord de l'hélium. Et puis ensuite, pour atteindre des profondeurs extrêmes, comme les moins 700 mètres, c'est plus de l'hélium, c'est de l'hydrogène qu'on va respirer en grande partie. Donc avec toutes les difficultés technologiques que cela impose, et puis effectivement des effets indésirables physiologiquement. Alors maintenant, depuis la fin des années 90, la marine s'est recentrée sur les missions militaires et principalement sur l'efficacité et la sécurité des domaines d'emploi opérationnels de toutes les composantes employant des plongeurs, que ce soit au niveau de la marine, mais aussi au niveau des armées. Donc il y a les forces spéciales, forcément, qui utilisent des plongeurs. Il y a la guerre des mines, qui utilise des plongeurs démineurs. Les missions des sous-marins, qui utilisent cette technologie-là également pour le sauvetage de sous-marins. Et donc pour les missions actuelles de la marine et des armées, à la Cefismer, nous disposons encore aujourd'hui de systèmes qui permettent de simuler des plongées et de conduire régulièrement des expérimentations pour faire progresser ce domaine un peu extrême de la plongée humaine. Non pas pour aller plus profond, mais pour progresser dans le domaine de la sécurité et de l'efficacité. Donc nous avons un centre hyperbare qui nous permet de réaliser avec un maximum de sécurité des plongées réelles. Voilà, je vais maintenant vous présenter quelques expérimentations que l'on conduit à Cefismer et qui montrent bien qu'on atteint des domaines limites pour l'humain. Tout d'abord, il y a quelques années, on a conduit des expérimentations dans le domaine de l'hyperoxie pour tester la résistance humaine aux doses de mélange suroxygéné et également aux doses d'oxygène augmentées par la pression. On a également conduit des expérimentations dans le domaine de l'hypothermie pour vérifier la résistance humaine en plongée dans des eaux froides et pouvoir fixer les limites de la sécurité dans le domaine de la plongée. Un domaine un peu plus similaire à l'espace, on a développé des tables de plongée pour réaliser des vols après plongée, puisque vous savez qu'il est proscrit de voler en avion à l'issue d'une plongée. Il pourrait y avoir des effets de désaturation et le personnel qui ferait un vol après une plongée risquerait un accident de désaturation. Mais les plongeurs d'hélicoptères qui interviennent sur des missions de sauvetage ensuite repartent avec leur hélicoptère. Donc on a développé des tables spécifiques pour ces personnels plongeurs. Également, on a développé des équipements et des nouvelles tables de désaturation pour ces nouveaux équipements. En particulier, le CRAB, qui est l'appareil qu'utilisent les plongeurs des mineurs pour effectuer toutes leurs opérations de guerre des mines jusqu'à 80 mètres de profondeur et peut-être dans quelques années un peu plus profond. Également, nous avons développé des tables de désaturation pour les missions de sauvetage de sous-marins. Encore d'autres tables de désaturation pour améliorer la désaturation avec le CRAB au mélange ternaire, donc un mélange respiratoire qui utilise de l'hélium, un mélange d'hélium, d'azote et d'oxygène. Et puis, bien entendu, beaucoup d'autres expérimentations, toujours pour améliorer le domaine de la plongée humaine et repousser un petit peu les limites et améliorer la sécurité. Voilà. Alors en parallèle de toutes ces
ces interventions humaines à grande profondeur, mais grande profondeur dans le domaine de la plongée humaine, on voit que maintenant ça se limite à tout au plus une centaine de mètres. Les plongées très profondes dans le domaine de l'offshore tendent à se réduire de plus en plus. Tout d'abord parce qu'on fait courir des risques aux plongeurs et donc on utilise de plus en plus des robots. À Cefismer également, on a des robots qui nous permettent d'intervenir jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et on a également un scaphandre atmosphérique que vous voyez sur l'image en bas à gauche et également en haut à droite, en train de brancher une manche de ventilation sur la coque d'un sous-marin pour porter assistance à des sous-mariniers en détresse. Là, on remarque quand même beaucoup de similitudes avec les scaphandres lunaires, par exemple. Ici, quelques images de missions réalisées avec ces robots, donc des expertises d'épave, des récupérations de boîtes noires. Nous avons forcément été sollicités sur le crash du dernier avion égyptien, mais il était un peu trop profond pour nos moyens, puisque vous avez vu qu'on a des robots qui vont jusqu'à 2000 mètres. C'est déjà bien. Et donc, on a été associés pour travailler avec une société civile et participer, apporter notre expertise sur ces recherches. Là, ce sont des systèmes de sauvetage de sous-marins qui permettent de sauver des sous-mariniers qui seraient en pression dans leur sous-marin. Si le sous-marin est coincé au fond de l'eau, il y a probablement eu une voie d'eau à l'intérieur du sous-marin, donc une entrée d'eau qui a fait augmenter la pression à l'intérieur du sous-marin, un peu comme ce qui s'est passé avec le Kursk, le sous-marin russe. Et donc, l'OTAN a développé un système. La France fait partie des équipes de mise en œuvre. Et ce système est composé d'un sous-marin de sauvetage qui va venir se clamper sur le sous-marin en difficulté, comme on voit sur la photo en haut à droite, qui peut ressembler effectivement à des opérations de clampage d'un module sur une station orbitale, tout en maîtrisant les phénomènes de pression et en essayant absolument d'éviter forcément une entrée d'eau lors de ces opérations de clampage et de transfert de personnel sous pression du sous-marin vers le sous-marin de sauvetage. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Je répondrai aux questions ensuite.